Bien, donc nous arrivons à la table ronde, élément très fort de ce congrès, qui maintenant, comme à chaque édition, nous permet de pouvoir nous recentrer sur le thème même du congrès. Cette année, c'est donc décider dans un monde incertain. Alors, avant de commencer tout de suite la table ronde, quelques petites précisions. D'abord, de façon habituelle, je vous demanderai d'éteindre, bien sûr, tous vos téléphones portables pour ne pas déranger les uns les autres. Deuxièmement, nous allons avoir une première partie qui seront des exposés de nos intervenants, sous la forme de 2 fois 10 minutes pour chacun, donc ça fait 1 heure à peu près. Et la deuxième moitié sera destinée à permettre de répondre à vos questions. Vos questions seront, comme d'habitude, rassemblées par écrit, filtrées par la table des questions. Filtrées, ça ne veut pas dire qu'on les censurera, ça veut seulement dire qu'on essaiera d'organiser le débat. Et pour ça, donc, si John et Frédéric, vous pouvez monter. Donc, vous connaissez John, notre délégué technique IMDR, et Frédéric, qui, au sein du CNES, non seulement assume des fonctions tout à fait importantes, mais en plus de ça, nous a bien dépanné, comme vous le verrez tout à l'heure. Bien, maintenant, je vais demander à nos intervenants de monter sur la scène et je vais vous les présenter. Donc, Cécile Maisonneuve, qui va nous parler du secteur de la transition énergétique en Europe et vu des différents États membres. Et puis Hervé Biosser, qui est directeur de Centrale, directeur général de Supélec et prochainement directeur de Centrale Supélec, qui nous parlera des incertitudes concernant la formation des cadres de demain et donc comment on peut y faire face. Alors vous allez me dire, mais il en manque un. Ah, effectivement, il n'y a pas de chaise. Mais dans ce cas-là, je ne sais pas si vous regardez la télévision, mais la petite fée, on fait comme ça, et en principe, il va arriver. En principe. Bonjour mon général. Donc le général Desportes, malheureusement, n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui parce qu'il est retenu par une émission de télévision passionnante qui aura lieu à 6 heures, je crois. Et donc, il a accepté de participer à cette table ronde en visio. Et donc, merci au CNES d'avoir facilité en un temps record la mise en place de tous les éléments. Et merci aussi au Palais des Congrès de Dijon qui était particulièrement réactif. Donc, je vais commencer justement par le général Desportes pour le présenter plus en détail et lui donner la parole. Le général Vincent Desportes a une formation classique pour un militaire, c'est-à-dire Saint-Cyr, mais aussi c'est un historien, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à beaucoup de sujets. Il a des diplômes de sociologie et d'administration des entreprises et il a une carrière tout à fait remarquable, des postes de commandement, mais aussi des postes fonctionnels, notamment à l'ambassade de France aux États-Unis. Et ensuite, il s'est beaucoup intéressé aussi à la formation, puisqu'il a dirigé l'école de guerre et qu'aujourd'hui, il donne des cours à Sciences Po et HEC. Général Vincent Desportes, votre liberté d'esprit et la clarté de vos interventions font de vous un chroniqueur très recherché et on en subit les conséquences aujourd'hui puisque vous êtes à la télévision ce soir. Mais là, nous allons avoir la joie de vous entendre. Vous avez écrit un livre absolument passionnant qui est Décider dans l'incertitude. Et après l'avoir lu, j'étais vraiment convaincu que le rêve pour nous, c'était de vous avoir dans notre congrès. Et ce rêve est réalisé. Donc, j'en suis très heureux. Et donc, je vais vous demander, dans un premier temps, pour une dizaine de minutes, de nous exposer les incertitudes qui sont les caractéristiques dans la stratégie militaire et quelles sont-elles et en quoi elles peuvent entraver les objectifs qui étaient fixés. Et ça, je sais que vous avez un grand nombre d'exemples qui permettent d'illustrer votre
présentation. Donc, Général Vincent Desportes, la parole est à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité, et je crois que le thème de votre congrès est fascinant. Ce thème de la décision dans l'incertitude est de plus en plus important. Je crois que chaque décideur doit avoir réfléchi à son propre positionnement intellectuel par rapport à l'incertitude, de manière à l'accepter et être capable de réagir malgré cette incertitude, et d'agir, de créer de l'efficacité, et ça n'est pas simple. Alors, je vais essayer de définir en quelques minutes donc le monde stratégique, et je voudrais vous dire d'abord que le monde stratégique est par nature un monde incertain. Qu'est-ce que c'est que le domaine stratégique? Alors, le domaine stratégique, c'est d'abord un domaine technique, mais c'est surtout un domaine technique enrichi. On y trouve donc toutes les incertitudes d'un domaine technique, plus toutes les autres nées de cet enrichissement. Ce domaine technique peut être plein de complications. Imaginez un avion Rafale qui vaut 150 millions d'euros, c'est qu'il est évidemment foutrement compliqué. Mais surtout, le monde stratégique est enrichi de ce que j'appelle l'opposition de la volonté libre de l'autre. Et ça, c'est la grande différence entre le monde technique et le monde stratégique. Ce qui transforme un espace stratégique, un espace technique en un espace stratégique, c'est la volonté libre de l'autre. L'autre est la condition sine qua non de la stratégie. Mais davantage encore, cette volonté libre de l'autre est la caractéristique différentielle de l'espace stratégique par rapport aux autres mondes. C'est vrai à ce point que toute stratégie, au fond, quand on y réfléchit, vise à ramener un problème stratégique à un problème technique, c'est-à-dire, au fond, à éliminer, pas forcément matériellement, mais à éliminer la liberté de l'autre, de manière à pouvoir exercer sa propre liberté de manière pleine. Toute stratégie est en quelque sorte un échange de valeurs, au sens marchand du terme. Mais quand on y réfléchit bien, la valeur stratégique n'est au fond que la valeur liberté d'action. Et on passe notre temps à échanger la liberté d'action, en dépenser, en espérant en gagner un peu plus. Voilà ce qu'est la démarche stratégique. Toute stratégie est donc un échange de liberté d'action. Ce qui pose le problème de la liberté d'action, comme le problème central de la stratégie, et la liberté de l'homme, qu'il soit opposant ou collaborant, comme la première source d'incertitude. Mais aussi, peut-être même surtout, de manière paradoxale, mais le paradoxe est la première caractéristique de la stratégie, la liberté de l'homme est aussi la première solution à l'incertitude. Alors, vous me posez la question de savoir quelles étaient les incertitudes du monde militaire. Il est clair que nos actions militaires vont du très compliqué au très complexe. Le très compliqué demeure toujours sécable en de multiples problèmes simples. Et on le sait bien, c'est impossible avec le complexe qui va demander un autre type de pensée, une pensée englobante, une pensée holistique, celle du macroscope de Joël de René. La technique, la tactique est capable de répondre au compliqué, mais il faut bien la stratégie pour répondre au complexe. Au niveau de la très grande complication mais de la complexité réduite, je dirais que se trouve, en caricaturant un peu, l'action aérienne. On a des avions, des engins qui sont très compliqués, mais qui répondent parfaitement à des lois connues, la cinématique, la thermodynamique, la balistique, c'est-à-dire qu'on peut mettre cette action en équation à peu de choses près. Au niveau intermédiaire, dans un autre domaine d'action, on trouve une grande complication et un début de complexité, et ça c'est l'action maritime. Elle est beaucoup plus complexe, d'abord parce qu'on a trois milieux. On a le milieu aérien, qui est assez simple, le milieu de la surface avec ses courants, les vents, etc., qui devient compliqué, et le milieu sous-marin, qui est encore beaucoup plus compliqué, avec les courants de températures différentes qui vont se croiser. Donc tellement de complications que cela en devient complexe. Mais au-delà de ça, l'action maritime, elle suppose sur l'action des équipages, c'est-à-dire des groupes d'hommes de 100 à 1000 peut-être, qui vont être obligés de travailler ensemble. Et on voit que la psychologie va rentrer beaucoup dans cette action maritime et qu'on va arriver à la complexité. Et puis vous arrivez au combat que je connais le mieux, qui est d'une très grande simplicité, parce qu'il n'y a rien de plus simple qu'un canon ou un obusier. Très grande simplicité, mais très grande complexité, parce que le combat terrestre ne se joue que dans la psychologie des cerveaux humains. On voit donc qu'on va de la complication extrême, mais la complication à la complexité extrême. La réalité de la guerre fait que le stratège a toujours affaire à des phénomènes indéterminés et aléatoires.
C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a jamais ni de rapport de nature, ni de rapport de quantité entre les causes et les effets. Pour rester court sur les raisons de l'incertitude, je voudrais reprendre 3 concepts de Clausewitz qui paraissent particulièrement importants et qui sont particulièrement simples. Clausewitz est un grand stratégiste et son don, c'est de savoir encapsuler de manière facile des choses compliquées. Le premier concept qui me paraît important, c'est celui de brouillard de la guerre. Il dit, entre le regard du décideur et le champ de bataille, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un certain brouillard qui ne pourra pas être levé. Et donc le rôle du décideur, c'est certes d'éliminer ce brouillard, mais c'est surtout d'apprendre à décider à travers le brouillard, en sachant qu'il ne pourra jamais tout décider, en sachant tout. Là, pour prendre un exemple concret, prenons le cas du général Eisenhower. On est le 6 juin, il décide de la plus grande opération militaire de tous les temps. On fait débarquer 400 000 hommes. Connaît-il tout sur les plages de Normandie? Absolument pas. Il connaît relativement peu de choses. Pouvait-il imaginer, par exemple, que la 312e division d'infanterie, la meilleure division d'infanterie allemande, serait au-dessus de Omaha Beach? Non, il pensait qu'elle était au fin fond de la Normandie, sinon il n'aurait pas lancé le débarquement comme il l'a fait avec 2000 morts dans les 2 premières heures à Omaha Beach. Aurait-il lancé son débarquement alors qu'il voulait être à Paris à la fin du mois de juillet, alors que fin juillet, il n'est toujours pas sorti du bocage? On voit bien que quand la plus grande opération militaire de tous les temps a été décidée, eh bien il y a une énorme incertitude sur ce qui va réellement se passer. Le brouillard de la guerre. Deuxième concept également très important, c'est ce que Clausewitz appelle la friction. Et la friction, pour lui, elle est ce qui distingue la guerre sur le papier de la guerre réelle, ce sont ses termes. Alors je le cite parce qu'il est parfaitement clair. À la guerre, tout est simple, mais la plus simple des choses est difficile. Les difficultés s'accumulent et finissent par produire une sorte de friction inconcevable tant que l'on n'a pas l'expérience de la guerre. Et je reviens au 6 juin. Mais il se trouve que pendant le débarquement, les Américains bombardent bien sur la plage de Utah Beach pour casser l'armement allemand qui défend la plage. Toutes les bombes tombent bien sur les canons, mais les Américains, à cause d'un problème de courant, vont débarquer à l'endroit où les canons n'ont pas été détruits. Sur Omaha Beach, il ne se passe pas la même chose. On pense évidemment que les Américains vont détruire les canons. Eh bien, ils ont tellement peur, en bombardant, de tirer sur le soldat Ryan qui est en train de pagayer pour arriver sur la plage, que toutes les bombes tombent derrière et que rien ne se passe comme prévu. Eisenhower dit, au fond, dans ce débarquement, tout ce qui a pu échouer a échoué. Et donc, on retient de cette affaire de friction que nos plans ne se passent jamais comme prévu, et ça c'est vrai depuis que la guerre est guerre. Et on sait donc qu'il va falloir adapter les plans en permanence. Le troisième concept de Clausewitz qui me paraît fondamental, c'est celui qu'il appelle les lois d'action réciproque. Je le cite. Et c'est ce qu'il a dit de plus fondamental, je crois, dans toute son œuvre. Il dit, à la guerre, chacun des adversaires fait la loi de l'autre. Je ne suis pas mon propre maître, car mon adversaire me dicte sa loi comme je lui dicte la mienne. La guerre n'est pas une affaire de décision, elle est une affaire de réaction. Au bilan, dans son espace qui est l'espace stratégique, la vie a, encore pour reprendre l'expression de Clausewitz, une vie propre. Ce qui fait qu'on ne domine pas la guerre, pas plus qu'un enfant. On donne naissance à la guerre et ensuite la guerre vit. Et le travail du décideur, ça va être d'essayer de la gérer au mieux. Edgar Morin poursuivait cette idée et l'élargissait en disant quelque chose qui est très riche par rapport à l'incertitude. Il dit « toute action humaine échappe à ses intentions ». Et dès qu'on a compris ça, je crois qu'on a une véritable philosophie par rapport à la décision. Ainsi, je crois que la guerre, je ne crois pas, j'en suis sûr, la guerre est le domaine permanent de la violence et du danger, du hasard, du désordre et du chaos. La meilleure image, et également aussi la plus imparfaite parce que la dimension humaine en est excluse, la meilleure image de cet espace stratégique, c'est celle de la mer, avec ses courants, ses vents, ses vagues, ses marées. Et dès que vous posez votre coquille de noix, qui est votre objet stratégique sur cet espace, vous entrez dans un monde d'action et de réaction, de vagues et de contre-vagues que vous ne méprisez pas. On rentre, la guerre rentre, mais l'action humaine rentre dans un monde d'événements imprévisibles que vous ne pouvez pas dominer. Nous savons, vous comme moi, depuis Ian Stewart, que si Dieu jouait avec les dés, il gagnerait. Mais les hommes savent depuis beaucoup plus longtemps que la guerre existe comme élément naturel de l'humanité. Elle existe comme le soleil et les nuages, elle existe comme le feu et l'eau, elle existe comme l'homme et les femmes. Et les hommes savent que si Dieu jouait avec la guerre, il perdrait.
Il perdrait car il ferait face à l'immaîtrisable, à l'inéluctable liberté de l'homme, celle que Dieu lui a donnée, celle que Dieu a donnée à l'homme le 6e jour. Voilà quelques éléments que je voulais donner sur cette incertitude dans nos actions. Merci beaucoup, Général Desportes, pour cette intervention très brillante. Je vais donner maintenant la parole à Cécile Maisonneuve. Cécile Maisonneuve, vous avez, depuis votre sortie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, accumulé une grande expérience en peu d'années. Pourtant, sortant de... vous étiez aussi lauréate de Sciences Po Paris, titulaire d'un Master 2 en Histoire, et vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez travaillé sur la politique française de désarmement. Vous avez commencé votre carrière comme administrateur à l'Assemblée nationale dans différentes commissions, défense nationale, commission des lois, et enfin commission des affaires étrangères, où vous suiviez les affaires énergétiques. Vous êtes passé ensuite chez Areva, de 2007 à 2012 au niveau de la présidence. Vous avez eu l'occasion de constater qu'un grand groupe international est au moins aussi complexe qu'une administration française. Proche d'Anne Lauvergeon, vous avez participé à l'élaboration de ces discours, vous avez exercé des responsabilités notamment en matière d'affaires étrangères énergétiques. En 2013, vous entrez à l'IFRI et vous en devenez la directrice du Centre Énergie. Aujourd'hui, toujours expert à l'IFRI, nous avons la joie de vous avoir. Vos publications ont été nombreuses depuis votre début de carrière sur des sujets très variés, puisqu'il y a une biographie sur Benjamin Franklin. Vous avez fait des études stratégiques pour des institutions américaines et françaises. Et sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, je citerai un très important rapport de l'IFRI, l'Europe de l'énergie, un contrat à refonder d'urgence, publié en avril 2014, et plus récemment encore, une audition, le 25 juin 2014, devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale sur la transition énergétique européenne, donc audition qui est accessible sur Internet et qui est vraiment passionnante. Vous nous expliquerez, exemple à l'appui, comment les rares décisions prises en matière de transition énergétique, tant au niveau des États membres que de Bruxelles, sont régulièrement bouleversées par des aléas qui n'ont pas été imaginés et pourquoi il y a autant d'incompréhension entre les États. En préparant cette table ronde et en vous écoutant, je ne pouvais m'empêcher de penser à nos amis des Saint-Diniques qui boiront du petit lait en vous écoutant et qui mettront leurs propres mots sur ce que vous allez nous décrire. Non-respect des valeurs des autres cultures, ambiguïté sur les objectifs, dissonance, simplisme, etc. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer pendant votre congrès. Je vais effectivement vous parler d'une situation dramatique qui est celle de l'énergie en Europe. Un drame qui s'est joué en 3 actes et qui aboutit à ce qu'aujourd'hui, on a d'une part un marché gazier qui reste, on le voit tous les jours dans l'actualité, extrêmement exposé aux risques géopolitiques, même si on a pu faire des progrès depuis la dernière crise de 2009. Et paradoxe suprême, un marché de l'électricité qui est dans une situation encore plus alarmante. Paradoxe parce que l'électricité, c'est quelque chose qu'on produit sur notre sol. On ne l'importe pas depuis des grands pays voisins ou des zones très instables du monde. Et on a aujourd'hui un marché de l'électricité qui présente cette caractéristique incroyable d'être à la fois en surcapacité et en risque de blackout. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Donc je vous le disais, c'est un drame en 3 actes qui s'est joué et je vais rapidement brosser ce drame en montrant finalement comment on a devant nous une suite d'anticipations qui se sont révélées erronées. Le premier épisode, c'est lorsqu'on décide, à la moitié des années 90, de créer ce grand marché intérieur de l'énergie dans la suite de l'acte unique, avec une libéralisation du marché électricité, libéralisation du marché gazier. Et donc le sujet, là, c'est de réduire le poids des grands monopoles nationaux et de créer de la fluidité entre les pays. Donc, pour le dire d'une manière un petit peu simple, c'est moins d'État, moins de rôle de la puissance publique et plus de rôle pour les acteurs privés ou industriels sur le marché.
Et là, à l'œuvre, la toute-puissante DG Concurrence à Bruxelles, d'autant plus puissante qu'elle a une compétence exclusive en la matière. Alors, en 2008, vous vous en souvenez, on a adopté le paquet énergie-climat, c'est les fameux objectifs 20-20-20 pour 2020, c'est-à-dire qu'on veut faire 20% d'efficacité énergétique en plus, réduire nos consommations et développer les énergies renouvelables. Alors là, en réalité, on change de logiciel parce que pour faire ça, ça ne veut pas dire moins d'intervention de la puissance publique. Au contraire, c'est un retour de la puissance publique puisque on dit finalement c'est pas le marché qui va décider ce qu'on va faire comme type d'énergie, mais il y aura tant de pourcentage d'énergie renouvelable. Et à l'époque, l'idée, on l'entend partout à Bruxelles, c'est l'Europe veut diriger, montrer l'exemple. Lead by example, c'est ce qu'on pouvait lire partout dans les différents papiers de la Commission. Et on élabore des feuilles de route pour 2050 avec comme objectif la décarbonisation du système énergétique à hauteur de quasiment 100%. Alors le troisième acte, il s'est joué entre 2009 et 2011 et c'est pendant ce troisième acte que tout cet édifice a été sérieusement ébranlé et on est encore aujourd'hui dans cette situation. Entre 2009 et 2011, il y a 4 lames de fond qui ont littéralement remis en cause tout ce bel édifice. La première lame de fond, c'est l'échec de la conférence de Copenhague. L'Europe prétendait montrer l'exemple pour que les autres suivent. Or, elle fait peut-être la course en tête, mais elle est seule à courir. C'est-à-dire qu'on s'est astreint à des politiques que nos grands concurrents, je pense au bloc asiatique ou au bloc américain de l'autre côté, ne suivent pas. Et ce sont des politiques qui peuvent nous coûter très cher et qui, pour certaines, mettent la tonne de CO2 à plusieurs centaines d'euros. Donc, premier épisode. Deuxième lame de fond, c'est la crise économique. La crise économique, elle a eu 2 effets. D'une part, c'est un effondrement de la demande d'énergie en Europe, et on est encore dedans. C'est une baisse historique. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, la demande d'énergie ne cesse de diminuer en Europe. Et si vous regardez les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie pour 2020, la courbe est au mieux plate, par exemple, en demande en matière gazière. Alors, la conséquence de cela, c'est qu'au même moment où on dit on va remplacer nos énergies fossiles par des énergies bas carbone, qui sont plus coûteuses, qui ont un profil d'investissement très différent, avec beaucoup de capitaux initiaux, eh bien, on fait cette politique à un moment où l'argent est rare et où les États, comme vous le savez, sont dans des situations extrêmement difficiles qui ne leur permettent plus de s'endetter comme ils ont pu faire par le passé. Et donc, on a dit on va faire de la croissance verte, mais on a compris depuis qu'il n'y a pas de croissance verte, il n'y a pas de croissance tout court. Et c'est dans cette situation qu'on est aujourd'hui. L'autre conséquence de la crise, c'est que ça a conduit à un effondrement du marché des permis d'émission de CO2, ce qui fait qu'aujourd'hui, la tonne de CO2 en Europe ne vaut plus rien, que ce marché ne fonctionne plus, et que par conséquent, il n'y a plus aucun signal envoyé aux investisseurs les incitant à investir dans le bas carbone. En parallèle de ça, et ça c'est la troisième lame de fond, se déroule aux États-Unis, c'est en ce moment en live, la révolution des hydrocarbures non conventionnels. Pourquoi révolution ? Parce que, alors que dans l'énergie, on est dans un domaine où les inerties sont fortes, là ce qu'on voit, c'est qu'en quelques années, les États-Unis se sont imposés comme le premier pays producteur de liquides pétroliers, je mets dedans du gaz, du pétrole et les produits dérivés du pétrole. Et cette révolution dite des gaz de schiste est en réalité de plus en plus une révolution pétrolière et elle a plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est qu'aux États-Unis, le prix du gaz est 3 ou 4 fois moindre qu'en Europe. Or, le gaz, ça n'est pas qu'une source d'énergie, c'est aussi un intrant industriel très important, notamment dans le secteur de la pétrochimie. Et nous avons fait une étude l'an dernier à l'IFRI montrant les conséquences de la révolution des gaz de schiste aux États-Unis sur la pétrochimie européenne. Parce que souvent on dit, mais oui, voilà, tout ça se passe aux États-Unis, nous, c'est différent. Bien, en réalité, on ne peut pas raisonner en silo. Ce qu'on voit, c'est que là où les coûts de la pétrochimie en Europe étaient les mêmes que les coûts de la pétrochimie américaine en 2005, depuis, les États-Unis ont rejoint
le peloton des pays à bas coût de leurs produits pétrochimiques, à savoir le Moyen-Orient, et nous avons rejoint le peloton des pays à coût élevé de leurs produits pétrochimiques, à savoir les pays d'Asie. La deuxième conséquence de ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on voit dans le système électrique américain un transfert du charbon vers le gaz. Et où va le charbon américain qui est en surplus? Eh bien, il est importé notamment en Europe, plus encore, puisque nous n'avons plus de marché du CO2 qui fonctionne. C'est le charbon qui est de loin la source d'énergie la plus compétitive aujourd'hui en Europe, au moment même où nous prétendons nous lancer dans des transitions énergétiques. La quatrième lame de fond, c'est Fukushima. Alors, la conséquence majeure de Fukushima, on la décrit rarement en ces termes, c'est sur le marché international du gaz, à savoir le marché du gaz naturel liquéfié. Dès le jour de Fukushima, on a vu tous les tankers gaziers réservés pour le marché asiatique et ça s'est traduit par une augmentation des prix du GNL en Asie. Ces prix sont aujourd'hui supérieurs à plus de 50% par rapport au prix européen. Ce qui veut dire très concrètement, c'est que le gaz le plus compétitif et de très loin pour l'Europe, c'est le gaz russe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les terminaux de liquéfaction du gaz en Europe sont remplis à 20%, pas plus. Puisque si nous voulons du GNL qui vient du Qatar, de Trinidad et Tobago, nous pouvons l'avoir, mais il faudra le payer au prix asiatique. Donc on est dans cette situation extrêmement complexe et le plus impressionnant, c'est l'absence de résilience du système, puisque on ne s'est pas posé ces différentes questions. Après Copenhague, on aurait dû se poser la question de comment on fait si les autres ne nous suivent pas. Après Fukushima, se poser de la question comment va-t-on financer le surplus que va nous coûter notre gaz si nous voulons diversifier nos approvisionnements alors que se déroule la révolution des hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis, il faut se poser la question de la compétitivité de notre industrie. Alors que l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'en 2030, il y aura 2 grands blocs qui auront perdu de la compétitivité en matière industrielle. C'est d'une part le Japon et d'autre part l'Europe. Là où les émergents, bien sûr, mais aussi les États-Unis auront, eux, regagné des parts de marché. Donc le résultat de cette politique, c'est que là où nous voulions avoir plus de compétitivité, plus de sécurité et moins de CO2, on a moins de compétitivité. La question du prix de l'énergie en Europe est particulièrement préoccupante. Il y a des sujets géopolitiques, mais là on est dans un sujet de géoéconomie, notamment par rapport à notre partenaire et concurrent américain. Est-ce qu'on a plus de sécurité? Non, je l'ai dit en matière électrique, et on voit qu'en matière gazière, la question de la sécurité en Europe n'est pas forcément liée aux politiques 20-20-20, mais beaucoup plus avance pendant les crises. Et en matière de CO2, oui, c'est sûr, on émet moins de CO2 qu'en 2008, mais c'est malheureusement largement dû à la crise. Et dans les pays qui sont moins touchés par cette crise ou qui s'en sont relevés comme l'Allemagne, ce n'est pas ce qui se passe. On voit au contraire les émissions de CO2 augmenter. Donc voilà la situation, un exemple de ce que représente un bouleversement, plusieurs bouleversements majeurs dans un domaine où on est pourtant sur du temps très long. Merci Cécile Maisonneuve. Maintenant, nous allons passer donc au secteur de la formation des dirigeants de demain, vu par le directeur de 2 grandes écoles qui sont issues, je dirais, du 19e siècle. Donc, comment passer d'un système du 19e siècle à un système qui prépare des cadres de demain dans un monde en évolution aussi rapide? Alors, oui, quelques mots sur vous, Hervé Biosser, avant de vous passer la parole. En sortant de Centrale que vous dirigez aujourd'hui, vous avez travaillé pendant près de 20 ans dans l'industrie, dans le groupe Usinor, plus exactement à l'IRSID, Institut de recherche de la sidérurgie française. Ensuite, vous revenez à Centrale en 1995 comme professeur de sciences générales et industrielles et vous devenez directeur de la recherche, puis directeur de l'école en 2003. À ce poste, vous avez œuvré à l'internationalisation du groupe et au rapprochement avec Supélec, dont vous êtes maintenant également directeur. Et d'ici quelques semaines, le décret de fusion sera sorti et vous serez directeur de l'ensemble. Merci. Donc, je suis assez passionné de voir autant de spécialistes d'un domaine qui n'est pas le mien. Et donc,
Ce que je vous dirai, ce sera un témoignage, comme le disait le général Desportes, de quelqu'un qui est amené à prendre des décisions dans un environnement qui a totalement changé. Et là, je retrouve ce qu'a dit Mme Maisonneuve. Ce sera le point de départ de ce que je souhaite vous dire, c'est qu'en 15 ans, la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche a totalement changé. À la fin du XXe siècle, nous étions dans un espace relativement protégé, avec des structures qui étaient stables, qui recrutaient des étudiants sur des systèmes qui étaient établis, comme les classes préparatoires, au bénéfice d'entreprises françaises. Et puis, au moment du changement de siècle, nous est arrivé quelque chose qui était parfaitement prévisible, mais qui est allé à un rythme certainement beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque, tout du moins de ce que pouvaient imaginer ceux qui pensaient à ces questions. Alors, ce qui nous est arrivé, c'est la globalisation, c'est la mondialisation. Ça a l'air bête, mais ça nous est arrivé, nous, à peu près 20 ans après tout le monde. Et ce qui fait qu'elle a été vraiment un grand changement, c'est qu'elle a été très fortement amplifiée et très fortement accélérée dans un milieu qui, comme celui de l'énergie d'ailleurs, est structurellement assez lent. Dans l'enseignement supérieur, le pas de temps, c'est 1 an. Quand on veut changer quelque chose, c'est l'année d'après, ça prend 1 an. Et dans la recherche, c'est la durée d'une thèse. Une thèse, c'est 3 ans. Donc on était dans des industries ou des activités avec des pas de temps relativement longs. Or, 4 facteurs bouleversent complètement le paysage, accélèrent ce mouvement de globalisation. Alors le premier, c'est que le fait d'avoir des ensembles universitaires et de formation puissants, les États comprennent que c'est un enjeu majeur dans une société qui va être fondée sur l'innovation et l'information. Et donc on voit une accélération de l'investissement massif des États dans l'enseignement supérieur et la recherche. En Europe, c'est le fameux 3% du PIB. Faites le calcul, 3% du PIB, c'est énorme. Et c'est compris par les États non seulement comme un objectif de développement, mais aussi comme un outil stratégique. Réfléchissez actuellement à la Chine qui installe des instituts Confucius partout dans le monde. C'est aussi un objectif stratégique. Le deuxième, et c'est peut-être le plus important, c'est l'incroyable croissance du marché. Donc, entre 2000 et 2015, le nombre d'étudiants dans le monde aura doublé en stock. Il y avait 100 millions d'étudiants en 2000, il y en a 200 millions en 2015. Et sur les 100 millions de plus, il y en a 70 millions en Asie. Et sur ces 70 millions de plus en Asie, il y en a 55 millions en Chine et en Inde. Et ça continue. On sait qu'après 2015, le nombre d'étudiants dans le monde va augmenter de quelques millions par an. Bon, le chiffre que moi je connais, c'est 4 à 5 millions, ce qui est monumental. Donc la demande d'enseignement devient énorme. Et une rapide règle de 3 montre que très rapidement, on va manquer de profs. C'est-à-dire que si on suppose que les docteurs actuels, 20% d'eux deviennent des professeurs d'université, faites le calcul, c'est évident, on va manquer de profs. Troisième grand facteur, c'est l'émergence des émergents. Maintenant, ça y est, ils ont émergé. Et la Chine, l'Inde, le Brésil, la Corée deviennent des acteurs majeurs du système d'enseignement supérieur. Et actuellement, vous voyez dans le monde entier, dans les grands congrès scientifiques, toutes ces universités existent. Je vous rappelle que dans le dernier classement de Shanghai, le phénomène majeur, c'est toutes les grandes universités chinoises ont progressé. Et puis le quatrième, c'est la révolution du numérique. La révolution du numérique qui fait que maintenant, avec ça, vous avez accès aux cours d'Harvard, de Yale, de ce que vous voulez. Voilà. La connaissance brute, sous réserve qu'elle soit bien présentée, est accessible pour tout le monde. Et ça accélère absolument tout. Et la logique de ça, c'est qu'apparaît pour nous quelque chose de totalement nouveau, c'est la concurrence. Nous entrons donc en concurrence pour les meilleurs élèves, et la mobilité est en train d'augmenter, qui sont parfaitement capables, avec un ordinateur, de voir ce qu'offre l'école centrale, Princeton et Columbia. C'est très facile, ou une université chinoise. Et donc, eux vont être beaucoup dans une logique de marque. C'est très nouveau, mais c'est une logique de marque. Ils vont essayer de chercher le meilleur compromis coût-formation soutenu par une marque qui fait que quand ils mettront leur CV, ils enverront leur CV à un recruteur, et leur CV sera sorti du tas parce qu'ils ont fait leurs études à tel ou tel endroit. Les enseignants, eux, c'est l'environnement qu'ils vont chercher. Ils vont chercher des environnements de recherche qui vont être très forts, très riches, et dans lesquels ils auront des contacts avec de très bons étudiants. Donc ils vont chercher le meilleur environnement. Et puis les entreprises, elles vont chercher de la valeur. Elles vont soutenir, partager avec les institutions, parce que ces institutions vont créer de la valeur, de recrutement,
mais de recherche, de formation continue, etc. etc. Il y a 10 ans, dans les entreprises, c'était très très à la mode d'avoir son petit partenariat avec le MIT. Et j'ai récemment discuté avec le directeur technique d'un grand groupe industriel français dans le domaine de l'énergie qui me disait mais nous, finalement, on était un peu déçus. Et donc, du coup, on a mis ces activités de recherche dans d'autres universités américaines. Et ce qui montre bien qu'on est vraiment dans des logiques de valeur. Donc, les institutions sont questionnées à tous les niveaux. Est-ce qu'elles vont réussir à avoir de bons étudiants? Est-ce qu'elles vont réussir à avoir de bons professeurs? Et est-ce qu'elles vont avoir le soutien des entreprises? Et ce problème est particulièrement aigu en France. Alors, il est particulièrement aigu en France, pas tellement parce qu'on a un système prétendument incompréhensible entre les universités et les grandes écoles. C'est de la blague, hein, on pourra en revenir, mais ça, c'est pas vrai. Il y a 2 facteurs en France qui font que le problème est particulièrement critique. Plus un. Alors, les facteurs de fond, c'est la massification. On a massifié l'enseignement supérieur et ça induit des problèmes financiers majeurs. Dans les années 80, quand la représentation nationale a décidé d'amener 80% d'une classe d'âge au bac sans sélection avec des études gratuites, on a posé une équation impossible. Elle est très généreuse, mais elle est financièrement impossible. Et toutes les institutions françaises actuellement, sauf peut-être l'INSEAD ou quelques-unes, sont dans des équations financières compliquées. Et le deuxième, ce sont les problèmes de gouvernance. Clairement, lorsqu'on aborde les questions sous cet angle international, cet angle de compétition, il faut avoir des gouvernances fortes, capables de décider et capables d'aller vite. Alors pour les différentes composantes, puisque vous m'avez demandé de l'illustrer, comment ça se pose, on va prendre les universités. J'en parlerai avec beaucoup de modestie, hein, je ne dirige pas d'université, mais on a, nous, d'excellents partenariats, notamment avec Paris 11. Alors, elles ont le problème de ressources, elles ont le problème de masse, elles sont en face d'une situation dans laquelle il faut que... La question pour elles, c'est est-ce qu'elles vont pouvoir résister face aux grandes universités internationales, des universités de recherche internationales, qui toutes ont davantage de moyens, enfin, tout du moins les plus prestigieuses, et avec des gouvernances qui restent des gouvernances qui ne sont pas très fortes. Alors je donne un exemple, parce qu'il est factuel. Moi, vous savez que Centrale, comme d'autres écoles, Centrale et Supélec, nous sommes très engagés sur le projet du cluster de Saclay. L'actuel président de l'université Paris 11, qui est un acteur majeur sur le plateau de Saclay, c'est une des 2 meilleures universités scientifiques françaises, il a été élu avec une voix de majorité, et c'est une voix d'un étudiant. Donc ça, ce sont des gouvernances qui sont insécures dans ces situations-là. Et irrésistiblement, ce qui va se passer pour les universités, c'est que certaines d'entre elles vont passer le cap. Elles vont, en particulier, si elles arrivent à avoir des gouvernances efficaces, mais qu'il y a 85 universités en France, il y a des universités qui vont avoir de grosses difficultés et qui vont devenir d'honorables institutions régionales. Elles n'ont pas toutes vocation à être visibles internationalement. Pour les écoles, même problème. On sait qu'il y a probablement trop d'écoles en France. Pour les écoles spécialisées, qui sont des créneaux de niche, bon, la menace est moins forte, mais par contre, elle commence à être menacée parce que d'autres arrivent sur leur marché. Multiplication de nouvelles institutions, puis les universités commencent à proposer des formations d'ingénieurs, qui sont des formations d'ingénieurs tout à fait de qualité. Alors je parle de mon secteur. Et donc la concurrence augmente pour elles sur un échelon local. Et pour les écoles les plus prestigieuses, elles ont leurs problèmes de ressources, leurs problèmes de taille. Elles ont de belles marques. Beaucoup d'entre elles ont de belles marques. Et la vraie question, c'est est-ce qu'elles vont réussir à exister au niveau international alors que, et ça c'est totalement nouveau, nous commençons à être attaqués sur nos marchés. 2 exemples. Des institutions, un exemple, des institutions comme Imperial College ou l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui sont parmi les meilleures institutions de formation d'ingénieurs en Europe, draguent les bons bacheliers scientifiques et français, et sans hésiter, et elles ont raison. Donc par conséquent, nous sommes dans ces situations de difficulté. Donc voilà à peu près ce qui crée un facteur d'incertitude, et là je rajoute un élément. Et là arrive la deuxième vague. C'est comme pour Madame Maisonneuve. Et la deuxième vague, là, qui est terrible, c'est le numérique. Alors non seulement le numérique, il rend la connaissance accessible à tout le monde, mais c'est, pour reprendre les mots du président de Stanford, John Hennessy, c'est un tsunami. Et c'est un tsunami pour 2 raisons. La première, c'est que ça change le métier d'enseignant. Pour la première fois depuis 50 ans, le métier d'enseignant change. L'enseignant ne se justifie plus par la connaissance qu'il donne, parce que la connaissance, elle est accessible. Donc son métier change. Mais surtout, ça modifie complètement la chaîne de valeur de l'enseignement supérieur.
Et actuellement, il y a énormément de papiers, de start-up, d'institutions qui se créent sur des business models complètement différents du modèle de référence. En 2 mots, quel était le modèle de référence? Tout le monde rêvait d'être un jour le MIT ou Stanford. Et on vient de comprendre que ce n'est pas possible. Ce modèle n'est pas réplicable. Il est absolument impossible à répliquer. Le modèle de Stanford ou du MIT, c'est je fais tout, depuis le recrutement jusqu'au placement de mes étudiants, dans tous les domaines et très bien. Et ça arrive à une équation de prix qui est intenable. Et vous le savez, il y a actuellement une bulle aux États-Unis où de plus en plus, les meilleurs étudiants disent « mais moi, ce n'est pas possible, je ne peux pas m'endetter pour faire ces études-là, même si j'ai un très bon salaire, je n'arriverai probablement pas à rembourser la dette que j'ai prise, ou tout du moins, je mettrai très longtemps pour rembourser cette dette. Donc ce modèle n'est pas réplicable. » Donc moi je dis, les gens qui vous disent « mais je veux faire le MIT à la française », c'est une douce rigolade. Et la réponse, elle est très simple, c'est que la différence entre eux et nous, c'est que eux, ils ont 20 milliards de dollars en banque et nous, on ne les a pas. Et ça crée toute la différence. Donc le dernier facteur de trouble et d'incertitude, c'est qu'il n'y a plus de modèle de référence. Voilà. Donc voilà ce que je dirais au jour d'aujourd'hui pour poser le problème. Bien, merci Monsieur Biosser.